Puis accusé devant la cour d'assises spéciale de Paris aujourd'hui pour l'assassinat de Samuel Paty. 2 personnes poursuivies pour complicité d'assassinat, 6 pour association de malfaiteurs terroristes. L'auteur de l'assassinat lui-même, Abdullah Anzarov, a été neutralisé par la police peu après les faits. Qu'est-ce que l'enseignant que vous êtes attend de ce procès ? L'enseignant que je suis attend de ce procès qu'il serve à la compréhension de ce qui nous arrive. Bien sûr, de ce qui est arrivé à Samuel Paty, mais de ce qui nous arrive d'une manière générale, puisque après Samuel Paty, c'est Dominique Bernard qui a été assassiné le 13 octobre 2023. Et je pense que certains encore n'ont toujours pas compris que nous sommes face à des gens qui ne sont pas forcément très bien organisés, qui ne sont pas tous en réseau, bien sûr, mais qui ponctuellement peuvent nous faire extrêmement mal et qui, dans leur esprit, nous mènent une guerre. Et je crois que le procès de cette affaire terrible de l'assassinat de mon collègue Samuel Paty peut nous servir, peut-être, je l'espère en tout cas, à comprendre ce qui nous arrive. Samuel Paty était comme vous un prof d'histoire-géographie. Est-ce qu'un tel procès peut avoir une valeur pédagogique ? Est-ce que vous-même, vous pouvez en parler en classe là, dans les jours prochains ? Un procès peut bien sûr avoir une valeur pédagogique et j'en parlerai en classe avec mes élèves. De ce comme procès. J'en ai parlé, je parlerai de ce procès, comme j'ai parlé de l'affaire de l'assassinat de Samuel Paty et de celui de Dominique Bernard quand nous avons fait récemment la minute de silence, parce qu'il faut que les élèves comprennent ce dont il s'agit. C'est pas seulement l'assassinat, mais c'est peut-être maladroit ce que je dis, mais c'est pas seulement l'assassinat d'un homme, c'est l'assassinat d'un enseignant, c'est l'école qui était visée. Elle n'est pas visée par hasard. Les élèves doivent le comprendre. C'est notre modèle qui est visé. Ces minutes de silence, elles sont respectées ? Généralement, elles sont aujourd'hui respectées, oui. Il y a toujours, évidemment, des élèves, des adolescents qui vont la contester, soit par provocation, plus par provocation, je pense d'ailleurs, que par adhésion à une idéologie islamiste, même si cela existe, hein, il faut pas non plus se leurrer, mais globalement, elles sont aujourd'hui respectées, oui. Comment ça s'est passé chez vous ? Parce que vous dites, j'ai discuté avec les élèves lors de l'hommage, la journée d'hommage qui a été organisée il y a quelques jours. Vous leur avez posé la question: pourquoi, à votre avis, l'école a-t-elle été visée ? Quelles étaient les réponses ? Vous êtes bien renseigné. Oui. Vous aviez une caméra dans mon cours. Les réponses étaient un peu évasives, c'est-à-dire qu'ils ne savaient pas trop. En réalité, c'est d'où l'intérêt, si vous voulez, de poser la question, c'est de leur amener les explications qui leur manquent. Parce que vous avez des gens qui vous expliquent encore aujourd'hui que en fait, c'est un fait divers. Non, c'est pas du tout un fait divers. Et d'ailleurs, Daesh l'avait annoncé dans son journal 2014, 2015, je me souviens plus très bien. L'école de la République est un ennemi pour ce que eux appellent l'islam, leur vision de l'islam, bien sûr. Donc, il faut expliquer cela aux élèves, et les élèves sont en attente d'explications. Et je vous assure qu'une fois qu'ils comprennent cela, eh bien, des choses s'éclairent, ils réfléchissent beaucoup plus facilement sur les événements. Il faut parler de tous les aspects de ce procès, mais aussi de ce qui ne va pas se jouer dans les prochains jours devant cette cour d'assises spéciale, puisqu'il y a une question sur le rôle du ministère de l'Intérieur, sur le rôle du ministère de l'Éducation nationale. La famille Paty a d'ailleurs déposé une plainte contre ces deux ministères pour non-assistance à personne en péril. Est-ce qu'il y a eu de ce côté-là un manquement de la part de l'État, selon vous ? Écoutez, la justice le dira peut-être, mais ce qui semble, de toutes les lectures qu'on peut faire sur cette affaire Samuel Paty, ce qui semble effectivement, c'est que, par exemple, les renseignements territoriaux ne semblent pas avoir pris assez au sérieux la menace qui pesait sur Samuel Paty. Quant à l'éducation nationale, s'il y a eu des réponses qui ont été effectives et qui ont pu être, et certains ont pu prendre les choses au sérieux, d'autres, me semble-t-il, ne l'ont pas fait. Parce que je crois qu'il y avait un problème de prise de conscience du danger qui visait Samuel Paty. Il faut rappeler qu'il se passe une dizaine de jours entre le cours qui a donné lieu à cette polémique sur la base de mensonges et l'assassinat de Samuel Paty, 10 jours pendant lesquels il y a un certain nombre de signaux. Ces signaux n'ont pas été relevés. Non, ces signaux, me semble-t-il, encore une fois, n'ont pas été analysés à l'aune du danger réel. Je pense que le danger a été sous-estimé. Et c'est ça qui pose question aujourd'hui. Le danger a été sous-estimé par les institutions en général. Alors évidemment, c'est facile de parler a posteriori, mais enfin, on a quand même connu des attentats, des actes extrêmement violents qui visaient des citoyens, qui visaient des juifs, qui visaient des journalistes. Pourquoi pas l'école ? C'était annoncé. Mais on pouvait le savoir ça avant, parce que c'est précisément la ligne de défense de certains des avocats de l'accusation. Ils disent c'était inimaginable.
Oui, moi, le 13 octobre 2020, j'étais en Sorbonne. J'écoutais, avec les équipes Valeurs de la République, puisque je suis membre du Conseil des sages, même si je ne m'explique pas en son nom ce matin, j'écoutais Bernard Rougier, le spécialiste de l'islamisme. Ça, c'était donc 3 jours avant. 3 jours. Et ceux qui étaient avec moi pourraient en témoigner. Bernard Rougier a dit... Il faut être attentif parce que l'école est une cible pour les islamistes. C'était 3 jours avant. Donc la menace, en fait, elle était connue, c'est ce que vous nous dites. Elle planait au-dessus de l'éducation nationale. Vous-même, quand ça s'est passé, quand il y a eu l'assassinat de Samuel Paty, vous étiez en colère, Yanis Roder, parce que sur le sujet de la laïcité à l'école, ça fait longtemps que vous alertez. La menace de l'islamisme qui entre dans l'école, ça fait longtemps que vous en parlez. Est-ce que vous dites qu'on a tous été collectivement naïfs ou alors on était dans le déni ? Je pense que les deux. Voilà, tout simplement. Je pense qu'on n'a pas pris assez au sérieux la menace qui pesait sur nous. On a mal analysé, ou on ne nous a pas permis de bien analyser les actes antisémites qui ont augmenté dès le début des années 2000 et qui étaient finalement des éléments d'alerte qui nous auraient permis, si on les avait analysés avec objectivité, de comprendre qu'il se passait des choses au ras du sol dans certains quartiers où les esprits des élèves étaient travaillés par des propos, par des gens bien sûr, mais par des propos, par une vision du monde qui était en train de se mettre en place, qui était en train de se diffuser. C'est quoi ça ? C'est un manque de décryptage de ce qui se passe sur le terrain ou vraiment c'est ce qu'on a entendu pendant de longues années dans l'école ? Il ne faut pas faire de vagues. Le pas de vague, il a pris C'est pas seulement cela. Il y a de cette dimension-là, mais il y a aussi une autre dimension. Cette dimension, elle a fait par exemple que j'ai été accusé publiquement, moi, d'être raciste ou d'être réactionnaire, parce que je dénonçais un antisémitisme, par exemple, ou une homophobie ou un sexisme qui n'émanait pas de l'extrême droite traditionnelle, mais de jeunes élèves qui rapportaient ce qu'ils entendaient peut-être à la maison, peut-être dans leur quartier, peut-être dans les associations qu'ils fréquentaient, mais qui étaient effectivement d'origine, en tout cas se présentaient comme étant d'origine musulmane, et ça n'a pas été accepté par certains qui ne supportaient pas que ceux qu'ils considèrent, légitimement ou pas, comme des victimes sociales, puissent se transformer en antisémites, en sexistes et en homophobes. Ça nous a freinés dans la compréhension de l'événement. Dans la polémique qui a suivi le cours de Samuel Paty, on reste toujours dans les jours décisifs. Voilà, son cours le 6 octobre, l'assassinat le 16, et dans les jours entre les deux, il y a une polémique et notamment des professeurs de ce collège qui se désolidarisent de Samuel Paty. Il y a un débat entre eux, c'est un moment très douloureux. C'est fréquent, ce type de position, ce type de débat? Ça dépend des établissements scolaires, mais cela arrive. Le débat sur le côté, il ne fallait pas montrer les caricatures. Il ne fallait pas montrer les caricatures. Ouais, bien sûr, j'ai bien entendu ce que vous disiez. Ça peut arriver parce que nous avons des collègues... Alors, vous savez, dans les établissements scolaires, et d'autant plus après les assassinats de nos collègues Dominique Bernard et Samuel Paty, vous avez maintenant une peur qui est là, qui est consciente ou inconsciente d'ailleurs, parce qu'on va enseigner peut-être des choses d'une manière différente, parce que inconsciemment, on a peur. C'est quoi, c'est de l'autocensure ? Une forme d'autocensure, oui, bien sûr, qui, on le voit dans les différents sondages, qui tend à augmenter et et les chiffres sont de plus en plus inquiétants. Mais vous avez aussi des gens qui sont dans les établissements scolaires, qui sont très minoritaires, je le souhaite, qui sont aussi des militants politiques et syndicalistes, qui ont un discours victimaire sur les enfants issus des familles originaires des anciennes colonies françaises, et qui tiennent ces discours victimaires, rejoignant d'ailleurs par ce discours victimaire les islamistes qui tiennent le même discours victimaire, et qui posent problème en salle des profs, parce que dès que vous avez un professeur qui fait simplement appliquer la loi du 15 mars 2004 sur les signes religieux à l'école, ou qui a un discours tout simplement républicain, comme Jaurès avait un discours républicain, eh bien, vous traite d'islamophobe, ou traite les collègues d'islamophobes, ou les traite de racistes. Et c'est en ça que c'est intéressant. Comment vous expliquez aujourd'hui que certains pensent, et ils sont nombreux dans le débat public, à penser que quand on parle du respect de la laïcité, on s'attaque forcément aux musulmans? C'est forcément islamophobe. Comment ça, vous l'expliquez dans le débat public ? En 1905, quand on a écrit la loi du 9 décembre 1905, les catholiques disaient qu'on s'en prenait à l'Église catholique. C'est le contexte qui fait cela, en réalité. La laïcité, elle n'a pas changé. La laïcité, elle ne bouge pas depuis 1905. Et la loi du 15 mars 2004 est dans la continuité de la loi du 9 décembre 1905. Donc, sur l'interdiction des signes ostentatoires à l'école. Exactement.
Ce qui a changé, si vous voulez, c'est simplement le contexte. Effectivement, en 1905, c'est le catholicisme qui percutait de plein fouet le principe de laïcité. Aujourd'hui, c'est les tenants d'un islam rigoriste qui viennent percuter le principe de laïcité. Mais il y en a d'autres qui vont vous répondre. Regardez par exemple dans les écoles privées, on a eu l'exemple dans l'actualité du collège-lycée Stanislas, qui est un établissement catholique. Pourquoi on ne fait pas ces remarques du côté des catholiques, par exemple? Alors, il faut, effectivement, là, vous avez raison, c'est qu'il faut faire très, très attention au sentiment, à la réalité, et au sentiment du deux poids, deux mesures. Ce qu'on applique pour les uns, il faut l'appliquer pour tout le monde. Et d'ailleurs, la loi du 15 mars 2004 est une loi de portée générale, comme toutes les lois de la République. Elle ne vise pas un public en particulier. C'est faux de dire cela. Donc, oui, il faut être prudent et surtout, il faut que les institutions mènent avec la même autorité, la même politique, que ce soit à un endroit ou à un autre. Mais quand vous voyez ces sondages qui sont assez récents, qui datent de décembre 2003, l'Institut Kantar, par exemple, 60% des jeunes Français de 18 à 30 ans sont d'accord avec l'affirmation selon laquelle la défense de la laïcité est instrumentalisée par des personnalités politiques qui veulent dénigrer les musulmans. Quand vous voyez aussi que 78% des Français musulmans estiment que la laïcité telle qu'elle est appliquée, elle est discriminatoire envers les musulmans. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on a raté quelque chose dans l'explication, dans la pédagogie de la laïcité? Moi, je vais vous dire ce que je pense qu'on a raté, parce que ces chiffres sont très inquiétants et je les comprends en même temps. Je veux dire, quand il y a des partis politiques qui aujourd'hui instrumentalisent la laïcité contre la présence de populations musulmanes en France, c'est une évidence. Mais pourquoi ? Parce qu'une grande partie de la gauche a abandonné ce sujet. Une grande partie de la gauche s'est détournée de la défense de la laïcité comme la défendait Jean Jaurès, comme la défendait Ferdinand Buisson. Elle s'est détournée de cela et a laissé le champ libre, exactement comme sur la question de la nation, sur la question du drapeau de la République. Elle a laissé le champ libre à l'extrême droite. L'extrême droite, elle n'est pas plus bête que vous et moi, elle s'en est saisie. Et donc, forcément, vous retrouvez dans ces sondages cette inquiétude de nos compatriotes musulmans. Et comment vous expliquez du coup que cette laïcité, cette loi, par exemple de 2004, elle reste toujours incomprise dans les établissements scolaires? Il faut faire beaucoup de pédagogie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de dire c'est interdit. Il faut expliquer pourquoi c'est interdit. Et selon moi, c'est interdit pour deux raisons principales. La première raison, et c'est la seule qui avait été avancée par la commission Stasi, qui avait donné son avis pour la construction de cette loi, pour le vote de cette loi, c'est de dire qu'il faut protéger les élèves des pressions extérieures ou des pressions entre pairs, PAIRS. Ce qui est réel. Je veux dire, quand ceux qui nous disent oui, il ne faut pas interdire les signes religieux, ils oublient qu'il y a des gens, et parfois des jeunes filles, qui sont soumises à des pressions extérieures, justement pour se conformer à des normes religieuses. Ça, ils l'oublient, ils n'en parlent jamais. La deuxième raison, je crois, je l'emprunte à Jean-Pierre Chevènement, qui, dans une tribune dans Le Monde en novembre 1989, vous voyez, j'ai des lectures anciennes, disait, il parlait du foulard à l'époque, on parlait du foulard. C'était le début des affaires c'est cela. Du foulard islamique. Jean-Pierre Chevènement disait, si le foulard est un rappel à l'ordre, alors non. Qu'est-ce que ça veut dire un rappel à l'ordre? Ça veut dire que quand on est à l'école de la République, on est là pour se dégager des déterminismes qui sont les nôtres, et notamment des déterminismes religieux et culturels. Si vous portez quelque chose qui vous rappelle sans arrêt ce que vous pensez être, vous ne pouvez pas accéder à ce que propose l'école de la République, c'est-à-dire la liberté de penser par soi-même. Et d'autre part, vous vous conformez à des normes parce que les autres aussi vous regardent et vous identifient comme ce que vous présentez et vous prétendez être. Donc, voilà le problème. On a beaucoup parlé de la laïcité. Il faut rappeler ce que disait il y a quelques jours la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Anne Gentay, qui a annoncé dans la tribune dimanche une baisse très nette des atteintes à la laïcité à la rentrée, 110 cette année contre 838 en septembre 2023. Est-ce que cette baisse, vous la constatez sur le terrain ? Oui et non, c'est-à-dire que cette baisse, on peut simplement l'analyser. La rentrée 2023, c'est la mise en application de la circulaire sur l'abaya. C'est que ça ? Ouais, je crois que ces chiffres, c'est d'abord ça. Je me souviens les avoir vus, les chiffres. Donc, c'était d'abord ça. Donc, après, effectivement, à partir du moment... Ça montre une chose, c'est que la circulaire semble appliquée. Voilà, en tout cas, il faut l'espérer. Maintenant, ça ne veut pas dire que les contestations en classe diminuent. Ça, il faudrait vérifier au cas par cas. Mais ça veut dire aussi une chose, je crois. Ça veut dire que quand l'institution scolaire... À l'époque, c'était Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale. Quand l'institution scolaire dit les choses avec autorité,
eh bien les choses sont appliquées. Il faut peut-être d'ailleurs rappeler à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, ce que ça signifie une atteinte à la laïcité. Quand on a des chiffres aussi précis, qu'est-ce qu'on compte précisément? Eh bien, on compte bien sûr les atteintes, les contestations de la loi de 2004. Ça peut être des contestations d'enseignement. Alors un élève, attention, un élève a le droit de dire à son enseignant, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, moi je pense que. En revanche, il n'a pas le droit de dire, vous ne pouvez pas dire ça, c'est insupportable, ça va contre mes opinions religieuses ou politiques ou philosophiques, etc. Voilà. Mais après, le débat reste possible. Un élève est un élève. Si un élève n'a pas le droit de poser de questions, c'est plus l'école. Donc voilà, ça peut être ça aussi, des contestations. La question du vêtement, elle est importante. On a parlé des abayas, on a parlé du camis. En quoi c'est considéré comme des atteintes à la laïcité ? Quand la décision de Gabriel Attal a été prise, on a entendu de nombreuses personnalités politiques, notamment à gauche, dire « mais pourquoi on s'intéresse à un vêtement alors que les problèmes de l'éducation nationale sont beaucoup plus importants ? On manque de moyens, on manque de profs, les problèmes sont ailleurs. Pourquoi on va embêter les élèves sur leur tenue ?» Je pense que c'est très important de questionner justement les tenues quand elles manifestent, et c'est ce que dit la circulaire d'application de la loi du 15 mars 2004. Elle dit que sont interdits les vêtements qui amènent immédiatement à se faire reconnaître par son appartenance religieuse. Et cela n'a pas lieu d'être à l'école, tout simplement, pour les raisons pour lesquelles je vous ai expliquées précédemment, c'est-à-dire se soustraire aux pressions éventuelles extérieures, et ça existe, ou aux pressions des pairs, et aussi ne pas s'enfermer dans un rappel à l'ordre permanent. Donc, ceux qui disent « oui, il y a d'autres sujets », mais l'un n'exclut pas l'autre. Où est-ce qu'on a vu que parce qu'on parle de ça, on ne va pas traiter ça? Ça n'existe pas, ça. Ça, ce sont des fantasmes. Il y a une critique qui est régulièrement adressée à cette loi, à celle de 2010 également, sur le voile intégral. C'est la question de la liberté. Est-ce que c'est une atteinte à la liberté? Les élèves, les jeunes élèves notamment, disent régulièrement « mais c'est ma liberté de m'habiller comme je veux ». Qu'est-ce qu'on répond à ça? Vous savez, d'abord, il faut expliquer pourquoi cette loi. Je ne vais pas revenir dessus une troisième fois. Mais en même temps, quand vous avez vos élèves en face de vous, vous leur dites, voilà, qu'est-ce qui fait qu'on est croyant ou non croyant? Les élèves, ils ne sont pas plus bêtes que vous et moi. Ils disent, c'est les parents. Tu as choisi? Non. L'école, elle va te proposer. Elle ne va rien t'imposer. Elle va te proposer de réfléchir et d'apprendre à réfléchir par toi-même. On va te faire découvrir des choses que peut-être chez toi, on ne t'aurait pas permis de découvrir. Voilà. Et tu vas t'ouvrir, tu vas te construire, tu vas construire ton libre arbitre. Et ça, ils le comprennent très bien. C'est-à-dire que l'école leur propose la liberté. Mais elle ne demande pas l'adhésion à ce qu'elle fait à l'école. Elle n'oblige pas. Un prof de SVT, il dit pas Darwin, c'est obligé, c'est obligatoire de suivre le cours, bien évidemment, mais de le prendre comme vérité absolue, non, il n'y a rien d'obligatoire. C'est en cela que certains parents peuvent se dire, mais non, alors moi, ça ne me va pas. Oui, mais alors proposé dans l'école de la République, ça me va pas. Je préfère mettre mon enfant dans une école privée, qu'elle soit catholique ou musulmane ou juive. Et d'ailleurs, il y a un mouvement qui va en ce sens. Comment vous réagissez, vous, face à ça? Sauf qu'il y a des programmes qui sont les mêmes à l'école privée, parce que les écoles qui contractualisent avec sous contrat. Sous contrat. Oui, sous contrat, c'est 97-18%. Donc des écoles. Donc le programme est le même. Donc il va peut-être être un peu déçu. Mais non, ce qui est important, je crois, et vous me posez le doigt sur ce qui à mon sens est un vrai problème, c'est-à-dire le manque de communication de l'école sur ses objectifs et ses enjeux. L'école, vous savez, et c'est pas moi qui le dis, c'est le Code de l'éducation, article 111-1, c'est le seul dont je retiens le numéro. Cet article, il dit deux choses. Il dit que l'école doit transmettre les connaissances et faire partager les valeurs de la République. Et ça, les parents ne le savent pas. Il faut le rappeler. Il faut que les chefs d'établissement, que les directeurs et directrices d'école, que les rectorats, que toutes les institutions scolaires rappellent régulièrement aux parents, vous avez fait le choix de l'école publique, puisque vous amenez votre enfant à l'école publique. L'école publique, vos enfants vont y faire ça, mais pourquoi ils vont y faire ça? Et il faut rappeler quels sont les enjeux. Les enjeux, c'est la pérennisation de la République, de l'esprit républicain, et c'est la construction citoyenne. Et ça, ils doivent le comprendre. Ils ne viennent pas au supermarché des sensibilités. Mais du coup, est-ce que vous voyez, vous, sur le terrain, et vous avez de nombreux collègues dans différents territoires, est-ce que vous voyez dans certains quartiers, dans certains collèges, lycées, du communautarisme qui favorise justement cette incompréhension de la laïcité et des valeurs de la République? Alors, il faut s'entendre sur ce qu'on entend par communautarisme, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des élèves qui se regroupent par affinité religieuse? Écoutez, ça peut arriver, ça me semble
pas... ça arrive, hein, on a des exemples, mais ça me semble pas du tout généralisé. Et justement, c'est ça l'extraordinaire de l'école de la République, c'est qu'elle doit rester un lieu d'échange, de mélange, de rencontre. Et c'est là où nous avons d'ailleurs un problème de mixité sociale, mais ça, c'est un problème dont on parle depuis maintenant quelques années, mais qui ne semble pas tellement avancé. Mais du coup, c'est plus large. Ça veut dire que c'est même la politique de la ville qui doit être remise en cause dans certaines villes, puisqu'il n'y a pas assez de mixité sociale, notamment. Vous savez, par exemple, vous avez M. Vincini, qui est président du conseil départemental de Haute-Garonne, qui fait une politique formidable de mixité sociale à l'école. Vous avez la ville de Nantes, aujourd'hui, qui a mis en place cela. La ville de Paris, le rectorat de Paris, avec ce qu'on appelle les multicollèges, où les 6e vont dans un collège, les 5e dans un autre, etc., où on crée de la mixité sociale. Et cette mixité sociale, permettez-moi de le préciser, elle tient aussi à la mixité culturelle, en réalité. Parce qu'on sait très bien que dans les quartiers défavorisés, nous avons aussi une majorité de population des quartiers des grandes métropoles. Hein, parce que quand vous allez au-delà, on est sur d'autres populations. Mais dans les grandes métropoles, des familles issues de l'immigration plus ou moins récente. Et qui sont beaucoup plus croyantes et beaucoup plus attachées à leur culture et à leur tradition religieuse que l'ensemble des Français. Eh bien, ces mélanges fait que on peut confronter notre manière de vivre, notre manière de voir le monde de manière apaisée au sein de l'école. Et ce fait culturel, où il y a en France un certain nombre de communautés issues de l'immigration, on le rencontre aussi aux États-Unis. Et si tu en parles, c'est parce qu'évidemment les Américains votent demain. Les États-Unis, il faut le savoir, reprochent très officiellement à la France un certain nombre de lois, notamment celle de 2010 sur l'interdiction du voile intégral dans l'espace public. Au nom, là encore, de la liberté religieuse, la France est un peu seule sur ce front de la laïcité aujourd'hui. Alors, juste une précision, la loi de 2010, ce n'est pas une loi sur la laïcité, c'est une loi sur la sécurité publique. C'est dans la rue, oui. Le voyage, mais la critiquons aussi d'ailleurs pour la loi de 2004. Tout à fait. Alors, on a deux conceptions différentes. Je vous ai parlé de la liberté, que l'école de la République, elle proposait la liberté. Vous savez, avec les États-Unis, on s'est construit de manière différente. Les Américains, ils ont construit ce que Thomas Jefferson, président américain, a appelé le mur de séparation. Et parce que c'était des protestants qui fuyaient la discrimination, ils se sont protégés de l'intervention de l'État sur leurs pratiques individuelles et sur leurs croyances individuelles. Nous, parce que la religion était au cœur de l'État, on s'est protégé de l'intervention de la religion sur l'État et donc sur les individus. On est dans deux systèmes complètement différents. Le résultat aujourd'hui, c'est qu'en France, vous avez l'école de la République, voulue encore une fois par Jaurès et Ferdinand Buisson, vous aurez compris où sont mes mentors, qui propose cette liberté par l'école. Quelle liberté propose l'école des États-Unis? Aucune. Vous naissez dans une famille ultra, mormon ou juif ultra-orthodoxe à Brooklyn ou évangéliste, et vous allez rester évangélique jusqu'à la fin de votre vie, puisque aucun moyen, aucun outil ne vient perturber, si vous voulez, votre identité qui est protégée par ce mur de séparation et qu'on vous a donné à votre naissance, sur laquelle vous n'avez jamais pu réfléchir. Alors heureusement qu'il y en a qui réfléchissent par eux-mêmes et qui lisent des livres aussi, mais qui n'ont jamais pu se dégager. Mais ces populations, elles peuvent vous dire aussi, mais moi du coup, je suis libre de garder mon identité. Et bien sûr. Là où en France, on me dit... Tu viens pas avec tout ce que tu es. Mais c'est ce que dit l'école. L'école, elle dit, voilà, de 3 à 18 ans, vous allez à l'école. Vous ouvrez, mais dès que vous quittez l'école à 16h30, vous redevenez et vous reprenez votre identité pleine et entière, il n'y a pas de problème. Et puis d'ailleurs, l'école ne nie jamais l'identité. Et à 18 ans, c'est pour ça que les signes ne sont pas interdits à l'université, je n'y suis pas favorable d'ailleurs, vous êtes un adulte, vous êtes passé par l'école de la République et... Vous êtes pleinement conscient. Et vous êtes pleinement conscient de ce que vous faites. Vous le faites en pleine conscience des choses. Yanis Roder, une toute dernière question qui pourra ouvrir quasiment une demi-heure de discussion, mais on n'a plus que quelques secondes. Les réseaux sociaux ont joué un rôle spécifique dans le drame, l'assassinat de Samuel Paty, dénigrement, harcèlement, dénonciation calomnieuse. En quoi est-ce que les réseaux sociaux bouleversent aujourd'hui ce rapport à la laïcité et votre travail d'enseignant? Les réseaux sociaux bouleversent le rapport à la laïcité, mais aussi à la vérité. Et donc, mais vous devez faire de la remédiation en permanence. Parce ces élèves sont surinformés. Ils reçoivent un flot d'informations continues, notamment par le réseau TikTok, sans avoir nécessairement ni les connaissances, mais ni les outils intellectuels, parce qu'ils sont pas encore, ils sont en formation, pour hiérarchiser, d'abord pour comprendre, pour hiérarchiser, et pour travailler sur les sources. Vous êtes journaliste, vous travaillez sur les sources, c'est l'importance des sources. Mais moi, je suis historien de formation, je sais ce que c'est que l'importance des sources, et c'est ça qu'il faut apprendre. Mais ça, c'est très difficile parce que des élèves vous disent, ouais, mais vous dites ça, mais moi, j'ai vu ça. Alors, tout dépend du rapport pédagogique et en réalité affectif que vous avez avec vos élèves. S'ils vous font confiance, vous pouvez tout démonter.